Et on se retrouve pour la suite de notre programmation de cet après-midi. Et justement, je vous en ai parlé, on va faire un live métier. Donc, qui dit live métier, c'est rencontre avec un professionnel et pour le coup, aussi la possibilité pour vous d'en savoir plus sur le milieu du numérique, mais de poser un maximum de questions. Je vois qu'on est à 400 et quelques questions déjà posées sur le live. J'espère qu'on arrivera à faire monter un peu ces stats. Donc, je compte sur vous. Bien sûr, restez bien concentrés sur tout ce qu'on va se dire parce que pour le quiz qu'on va faire cet après-midi, juste après le live, des questions seront posées sur le métier de notre intervenant du jour. Donc, n'hésitez vraiment pas à prendre un maximum de notes. Et puis aussi pour vos livrets de stage, il ne faut quand même pas l'oublier, même si on s'amuse. Voilà. Donc, merci de nous avoir rejoints. Je vous propose tout de suite de regarder le sommaire pour vérifier ce qu'on va faire tout de suite en live métier. On va commencer par voir en quoi consiste le métier de notre professionnel. On ira ensuite voir un cas concret pour être sûr qu'on a bien tout compris. Ensuite, on passera sur son parcours, ce qu'il préfère dans son métier et ce qu'il aime un peu moins. Et on conclura bien évidemment avec les clichés et anecdotes, ma partie préférée. Je ne sais pas vous, mais c'est vraiment ce que je préfère. Alors, il n'y a pas la page sur le livret, on me dit, alors Mathieu, peut-être re-regarde, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, tu peux toujours écrire sur une feuille sur le côté. Vérifie quand même que tu as la bonne date, parce que ça me paraît assez étrange, mais ne t'inquiète pas. Et puis, on a aussi Doumia en modération qui est là pour vous aiguiller, donc n'hésitez pas à lire ses commentaires et à les prendre pour exemple si vous voulez prendre des notes. C'est franchement, pour le coup, le meilleur compromis de pouvoir écouter et relire si besoin. Voilà, sans plus attendre, je présente la star du jour. Il s'agit de Jérôme. Bonjour Jérôme, comment est-ce que tu vas? Ça va très bien. Et toi, Cécile? Bah écoute, moi ça va super. Alors toi, tu es basé où en France? Alors, moi, je suis basé, ma société est basée sur Montpellier, donc au soleil D'accord. du sud de la France. Et le soleil, il est présent alors là ou pas? Là, c'est quand même un petit peu gris, je vais pas vous mentir. Ok, d'accord. Donc c'est un mensonge. Alors il fait pas tout le temps beau à Montpellier, mince. J'espérais trouver un Eldorado, mais non. Mais bon, il fait quand même globalement plus beau que dans les autres villes, j'imagine, en tout cas les villes du Nord. Donc, super. Bon, bah écoute, je suis très heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui pour qu'on puisse discuter un peu plus de ton métier. Donc, alors, les élèves savent que tu travailles chez Synops. Mais alors, Synops, c'est quoi? Je veux bien que tu nous expliques un peu le principe de l'entreprise et l'intitulé de ton poste, bien évidemment. Ok. Donc, Synops, on est une société d'édition de logiciels, ça veut dire qu'on fabrique des logiciels qu'on va les revendre à nos clients. Et on a une spécialité, c'est qu'on fabrique des logiciels qui permettent de piloter les objets connectés dans le monde de l'entreprise et des collectivités. Donc, ça veut dire que, oui, ça veut dire que globalement, aujourd'hui, les entreprises, les collectivités, les mairies, etc., déploient des objets connectés pour pouvoir assurer des meilleurs services, être plus réactifs, être plus opérationnels, piloter l'éclairage public, relever des compteurs d'eau à distance, faire du comptage de véhicules dans les rues, piloter les feux, etc. Donc ça, aujourd'hui, ils déploient des objets connectés. Il y a des centaines de milliers d'objets connectés qui sont déployés sur le terrain. Et nous, on a ce savoir-faire, on a une plateforme qui est développée par nos soins et qui permet de piloter tous ces objets connectés en un seul lieu. Ok. Voilà. Ok, c'est incroyable quand même. Ça veut dire en fait, c'est vrai que j'y pense jamais, mais c'est logique. Les feux rouges, ils sont pilotés de plus loin, quoi. Ouais, C'est c'est pas ça. quelqu'un qui est à côté du feu rouge qui change la couleur, quoi. Ouais. Voilà, donc les grandes poubelles, vous allez mettre votre verre, etc. Il y a des capteurs qui regardent le taux de remplissage, qui optimisent le passage des camions. Enfin voilà, il y a plein Mmh. d'objets connectés qui sont très souvent invisibles et qui permettent d'améliorer la vie des citoyens, la vie des entreprises, hein, traquer des camions de livraison aussi pour connaître sa position, optimiser les tournées, etc. Voilà, Mmh. ça, c'est autant de cas d'usage qu'on sait gérer et qui permettent d'optimiser tout ça. Donc, nous, on est spécialisé dans les logiciels qui permettent de gérer ces objets connectés, savoir s'ils fonctionnent bien ou s'ils sont sur le terrain, et puis traiter la data qui provient de tous ces objets. D'accord. Et donc pour ça, enfin, toi et l'entreprise, vous vous occupez de différents secteurs. Est-ce que c'est national? Est-ce que c'est propre juste à Montpellier? Comment Alors, vous fonctionnez? non, alors nous, on est une société française basée sur Montpellier, donc on est
une cinquantaine de personnes qui faisons le développement et la commercialisation de cette offre-là. On a des clients aujourd'hui majoritairement en France, mais ces clients-là ont, des clients dans le monde entier. Donc, je parlais des collectivités parce qu'on a à peu près 25% de nos clients qui sont des collectivités, des grandes métropoles, des petites mairies qui servent pour piloter l'arrosage du rond-point dans les petits villages, par exemple. Mais on a aussi des grands groupes de transporteurs, des industriels qui fabriquent des machines d'analyse de sang et qui veulent savoir si elles fonctionnent bien, s'il y a besoin de réapprovisionner avec du consommable, etc. Donc voilà, nos clients sont aujourd'hui français. On a un développement à l'international. On a ouvert une filiale en Espagne il y a 2 ans, et là, on vient de remporter notre premier projet cette semaine au Moyen-Orient. Donc voilà, effectivement, on est en plein essor, en plein déploiement. Ah bah ouais, c'est super. Donc il y a de la demande, il y a de l'emploi, j'imagine aussi. Super intéressant. On a Augustin sur le chat qui te demande, ça signifie quoi IoT? IoT, alors c'est Internet of Things, donc c'est l'Internet des objets connectés. Voilà, c'est un Internet qui est un peu à part. Il y a l'Internet des humains, où il y a des pages web, c'est quelque chose qui est assez visible. Et l'Internet des objets, ça utilise des réseaux qui sont différents, qui sont dédiés à ces objets connectés, qui n'ont pas forcément besoin de 5G ou de fibre. On n'a pas besoin, les objets communiquent de très petits messages. Ils doivent être sécurisés aussi assez fortement. Donc voilà, c'est tout un monde, un environnement qui est pas très visible et qui est vraiment dédié à ce monde de l'IoT, donc de l'Internet of Things, de l'Internet des objets. D'accord, bah merci pour cette précision. C'est bien, vous posez de super bonnes questions, les élèves, là, quand je lis les questions, il y en a 1 milliard que j'ai envie de poser. Mais du coup, on va peut-être pouvoir montrer les images que tu nous as partagées. Et en même temps, ça va illustrer un peu la question que je vais te poser. Parce que hier, on a vu des métiers, notamment vis-à-vis de la cybersécurité. Et là, comme tu disais, si quelqu'un prend le contrôle, encore une fois, je reprends le feu de circulation parce que je trouve que c'est très parlant, se dit, ah bah tiens, je décide qu'il fasse sans arrêt du vert, ça mettrait une pagaille dans la ville. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes, du coup, au sein de ta société qui s'occupent de la sécurité, la sécurisation, justement, de cet Internet des objets? Alors oui, aujourd'hui, ça devient vraiment quelque chose qui est majeur, qui fait partie de tous les cahiers des charges sur lesquels les clients sont extrêmement vigilants. Donc nous, on est une société qui est, voilà, on n'est pas une start-up, on existe depuis 2005. On est spécialisé dans ce monde du machine-to-machine, des objets connectés depuis 2009. Donc on a une très forte spécialité en sécurisation de ces réseaux d'objets connectés. Donc c'est pour ça qu'on utilise des réseaux dédiés, qu'on passe pas par des réseaux grand public, etc. Et qu'on sécurise toute la cybersécurité de nos infrastructures avec des niveaux justement pour éviter classiquement que nos serveurs se fassent attaquer, etc. Mais de par ce biais, puissent effectivement rebondir et aller prendre la main sur des objets. Donc il y a beaucoup d'objets qui vont remonter et communiquer de la donnée, mais il y a pas mal d'objets qui sont des actionneurs. L'exemple des feux, des panneaux à message variable. On est capable d'ouvrir des barrières. Donc, on gère vraiment des choses qui ont attrait à la sécurité. Et donc, il faut pouvoir être garant de ce bastion-là pour éviter que des individus mal intentionnés puissent, à travers la plateforme, prendre et piloter les infrastructures de nos clients. Bien sûr, je comprends bien. Ok, très bien, merci pour cette réponse. On a une autre question intéressante de Maël qui demande, est-ce que tu peux voyager grâce à ton métier? Alors, je voyage, j'ai beaucoup voyagé, je voyage beaucoup avec mon métier, on peut le voir sur les illustrations qu'il y a là. Donc, nous, sur la partie du haut, on fait les logiciels. Donc, ça, en général, on voyage pas trop quand on fait des logiciels. Moi, je suis de formation ingénieur. Donc, voilà, je me gère. Aujourd'hui, je suis CTO. Hein, j'ai pas répondu à cette question du début de l'entretien. Donc, je suis vraiment le directeur technique opérationnel de la société, donc qui pilote toute la mise en place de ces logiciels au niveau technique. Donc, quand on développe des logiciels, en général, on est derrière son PC, et puis si on développe des logiciels pour une banque ou quoi, on voyage pas beaucoup. Mais sur la partie du bas, on voit que c'est vraiment un métier de terrain, c'est-à-dire que
on ne fait pas de l'informatique de gestion comme dans la banque, l'assurance, etc. On va piloter des objets qui sont réels et qui sont déployés dans la vraie vie sur le terrain. Ça reste de l'infrastructure numérique, du digital, mais qui prend la main sur la vraie vie. Donc, ça veut dire que derrière, il faut aller les tester, ces objets, en conditions opérationnelles. Il faut aller dans des balayeuses de rue, voir si on arrive à récupérer les informations, à savoir quand est-ce que c'est en panne, à savoir quand est-ce que c'est utilisé. Donc, quelle rue a été nettoyée, combien de fois par semaine, etc. Il faut aller positionner en haut à droite des places de parking qui permettent de voir si les arrêts minutes, si les places pour les personnes à mobilité réduite sont utilisées, si on peut guider ces personnes à la place, etc. Donc, voilà, il faut se déplacer, effectivement, pour aller sur le terrain et pour récupérer ces retours de terrain. Oui, c'est ça. Effectivement, on fait ça à proximité de chez nous, et puis on va sur le terrain des clients parce que il n'y a rien de mieux que de vérifier sur le terrain comment réagissent les objets. Oui, et puis c'est encore plus concret parce que tu vois vraiment ce pourquoi tu travailles, quel va être le résultat aussi. C'est sûr, sur le terrain, tu vois un peu plus clair. Quel est le pourcentage du coup de ta partie sur le terrain? Est-ce que ça reste assez anecdotique, je vais y arriver, une fois par semaine, voire une fois par mois? Ou est-ce qu'au contraire, tu as vraiment des moments dédiés qu'à ça et tu n'es pas sans arrêt derrière l'ordi? Alors, bon, moi j'ai un rôle qui est un peu plus vaste, hein, mais c'est vrai que les personnes qui travaillent avec moi, il y en a qui ne vont jamais sur le terrain, ceux qui font développer, voilà. Et après derrière, il y a toutes les équipes qui font la chefferie de projet, qui font le déploiement aussi, les installations. Donc eux sont en permanence sur le terrain. Donc moi je fais un peu le lien. Donc effectivement, je suis, je dirais quelques fois par mois sur le terrain en déplacement, en rendez-vous client. Okay. Mais alors, je l'étais beaucoup plus avant la crise sanitaire où c'était des habitudes beaucoup plus fréquentes, même commercialement, d'aller sur le terrain et de rencontrer le client. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus de ventes assises, etc. Et puis, on a aussi obtenu une certaine notoriété qui fait que on a aussi un showroom à notre siège social à Montpellier que les clients viennent plutôt visiter pour voir tout ce qu'on est capable de faire pour piloter un bâtiment, pour piloter des équipements qui se trouvent dans les villes. Bien sûr, ok, très bien. On a une autre question de Maëlle, à nouveau, qui te demande quelles sont les compétences à avoir pour faire ton métier selon toi? Alors, comme je le dis, moi, mon métier, je suis de formation technique, donc j'ai fait un BUT, alors maintenant ça s'appelle un BUT, effectivement, informatique. Après, et j'ai poursuivi dans une école d'ingénieur. Donc, effectivement, il faut avoir un bagage pour savoir développer. Ça reste un métier qui est lié au numérique. Donc, c'est des métiers qui sont liés à des expertises en développement de logiciels. Donc, il y a toute la partie développement logiciel, je dirais, plutôt cloud sur des plateformes pour pouvoir gérer à distance. Mais il faut aussi avoir cette compétence assez électronique et électronique embarquée. C'est-à-dire les petits softwares qui vont tourner dans les objets connectés qu'on peut parfois avoir à adapter. Et puis aussi avoir des… Excuse-moi, software, qu'est-ce que ça veut dire pour les jeunes? Alors, software, c'est les logiciels, hein, c'est le nom anglais de logiciels. Donc, le software embarqué, mais c'est les bouts de logiciels qui tournent dans les petits processeurs qui sont dans ces objets connectés, comme dans vos montres. Voilà. Donc, tous ces objets connectés font tourner un logiciel qui permet de récolter la donnée, la communiquer, réagir aux ordres qu'on va leur envoyer. Voilà. Et après, derrière, la physique au niveau électricité aussi, c'est assez important d'avoir de très bonnes notions là-dedans. Parce qu'on voit sur la photo du milieu, là par exemple, ce sont des installations où on vient câbler pour piloter des chaudières, des chaufferies, relever toutes les informations de consommation électrique, etc. Donc on peut se retrouver avec des schémas de câblage qui sont quand même un petit peu sympas et il faut vraiment avoir des bonnes notions, même si on travaille très souvent avec des électriciens qui sont habilités pour… Bien sûr. Ok, très bien. Donc, alors, dans ton métier, il va y avoir un côté plutôt au bureau, au niveau des logiciels, voir comment ça marche, aussi piloter les équipes, j'imagine, aller sur le terrain pour constater quelles sont les autres missions que tu peux être amené à rencontrer dans ton métier.
Moi, j'ai ce côté entrepreneurial également parce que on a cofondé avec mon associé l'entreprise. Donc, tu as toute la partie commerce, management, management des équipes. Et puis, bon, quand on est entrepreneur, on est obligé un petit peu de toucher à tout, à toucher à la relation avec les banquiers, avec les comptables. Si on fait des levées de fonds, ben, voilà, il faut aussi traiter avec les investisseurs, etc. Donc, il y a tout ce rôle je dirais, tout cet attenage complet de dirigeants d'entreprise sur lequel finalement, même si on fait des écoles d'ingénieurs qui nous forment sur des petits bouts, voilà, c'est en marchant qu'on apprend à voir tout ce qu'il y a à traiter sur Bien les sûr. pays, etc. Ok, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. On y voit un peu plus clair. Je garde vos questions sur le côté, je les vois venir. Et n'hésitez pas aussi, j'ai vu un petit message passer en soutien pour Romane, qui est notre régisseuse. Donc, merci bien, vu qu'elle fait du bon travail. Ça fait toujours plaisir de féliciter ça. On va passer à la suite avec justement un cas concret pour être sûr d'avoir bien compris ton métier. Mais jusqu'ici, pour moi, ça me paraît très, très clair. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On les lira juste après. Du coup, alors, dans l'émission, tu as dit déployer des objets connectés tout en respectant la planète. Alors ça, c'est vrai que c'est une autre partie de ton métier dont on n'a pas énormément parlé. Qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place, par exemple, pour faire attention à ça? Effectivement, c'est effectivement une de nos valeurs. Parce que des objets connectés, finalement, on l'a vu sur les photos précédentes, c'est souvent du plastique avec de l'électronique embarquée, de la consommation d'énergie, des ressources. Donc, c'est effectivement, c'est pas quelque chose qui, de prime abord, comme ça, quand on le regarde de loin, va nous permettre d'améliorer l'état de la planète continuer à déployer du plastique et des ressources, des terres rares, etc., pour fabriquer de l'électronique. Donc nous, on s'efforce, bon, on en a pris conscience il y a plusieurs années maintenant qu'il faut que le déploiement de ces objets ait une valeur ajoutée supérieure à ce que ça va coûter à déployer l'infrastructure et les objets qui vont être nécessaires à, Mm. à réaliser le cas d'usage du client. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, quand on va aller déployer des compteurs d'eau connectés, c'est quelque chose qui est très répandu aujourd'hui. Je pense que beaucoup de personnes ont des compteurs d'eau connectés. On peut se dire, ben, avant, il y avait une personne qui passait une fois par an qui relevait le compteur d'eau. Ça marchait très bien aussi. Ça marchait très bien aussi, mais effectivement, il y avait du coup beaucoup de personnes qui se déplaçaient avec des camions au diesel, qui faisaient des tournées et qui prenaient beaucoup de temps à relever des compteurs d'eau. Et on avait, par exemple, la consommation d'eau une à deux fois par an. Là, avec les objets connectés, on a plus ces personnes ne font plus ce travail-là. Elles ont été redirigées vers des missions, je dirais, plus nobles, parce qu'elles vont être elles vont plutôt pouvoir plus facilement détecter les fuites d'eau. Et donc, effectivement, on passe de 2 relevés par an à 4 relevés par jour, par exemple, sur un compteur d'eau. Donc, on peut très facilement détecter des fuites d'eau au niveau d'un quartier, au niveau d'une habitation, et du coup, et amener et déplacer le personnel nécessaire pour corriger cette fuite. Donc, par exemple, sur la ville de Montpellier, les 6 premiers mois où on a déployé avec eux les premiers compteurs d'eau, ils ont ils ont réparé des fuites pour l'équivalent, ils ont économisé 21 piscines olympiques d'eau Ah ouais. qui fuit. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très marquant parce qu'on est capable de mesurer sur ce projet, par exemple, fabriquer un compteur d'eau, c'est l'équivalent de 10 litres d'eau. On a déployé 10 000 compteurs d'eau. Ok, ça fait tant de centaines ou de milliers de mètres cubes. Mais Ah oui, 20 c'est énorme. olympiques, c'est voilà, c'est une économie de plusieurs millions de mètres cubes d'eau sur 6 mois. Donc ça veut dire que si on ne les avait pas corrigés, ça aurait couru, il y aurait eu d'autres fuites, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui permet de le voir quand on géolocalise et on détermine si par exemple des points d'apport volontaire en verre, donc quand vous allez mettre vous allez vider votre verre, vous allez le recycler dans les poubelles communes. Le fait de savoir si elles sont, il y a des quartiers où ça se remplit plus ou moins vite en fonction s'il y a eu une fête des voisins, s'il y a eu un match de foot,
Voilà, donc finalement, c'est jamais plein de manière homogène. Et le fait de savoir quels containers sont pleins, quels containers ne sont pas nécessaires à les décharger. Et les gros camions qui viennent avec la grue pour lever le truc, ils vont pas venir et finalement Oui, polluer bien sûr. Non, CO2 ça fait économiser voilà. beaucoup de choses à la fois et c'est pour ça que c'est utile sur plein de domaines. C'est vrai que pour ça c'est vraiment bien. Donc, comme tu disais, tu as l'impact des objets qui va être un problème, la sécurité des réseaux, donc ça on en a parlé tout à l'heure, la fiabilité des données. La fiabilité des données, qu'est-ce que tu pourrais entendre par là? Qu'est-ce qui peut en fait justement être un problème dans ton métier lié à ça? Alors, dans la fiabilité des données, ben, effectivement, on a des compteurs qui, nous, on s'efforce aussi quand on accompagne nos clients, donc de traiter avec eux tous ces problèmes. Donc, l'impact sur la planète des objets, la sécurité, on en a parlé. Mais il y a aussi la fiabilité, c'est-à-dire que ben, des fois, il y a, pour un même type de capteur, un capteur qui va valoir 2 dollars, un capteur qui va valoir 200 dollars, ok. Mais la fiabilité des données, elle est importante parce que si je reprends l'exemple des containers à verre, ben il y a des capteurs qui sont basés sur des technologies infrarouges, donc ils vont émettre un petit laser pour mesurer pour mesurer si le container est plein. Par contre, sur le verre, c'est une technologie qui marche très très mal parce que le verre va refléter le laser et du coup, il va y avoir plein de fausses données qui vont être émises par ces capteurs. Et donc, du coup, on peut aussi se retrouver à se dire, ben, tiens, le capteur m'a dit que ce container était plein, ce qui est faux parce que le capteur a remonté une mauvaise donnée. Donc, voilà. Et donc, il y a, selon les technologies qui sont utilisées par ces capteurs, donc, Il faut faire attention. des capteurs qui vont monter une donnée qui est fiable à 99% et des capteurs qui vont avoir beaucoup de taux d'erreur. Et donc, ça peut aussi avoir un impact sur la valeur, le retour sur investissement et la pertinence du coup de la décision à partir de ces données. D'accord, ok, bon, merci, on y voit plus clair. Donc les solutions, c'est vraiment mesurer pour améliorer l'impact final et renforcer la sécurité. Bon, bah génial, bah, je pense avoir bien compris ton métier, Jérôme. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. Je vois qu'il y a pas mal de commentaires aussi qui te demandent quelles sont tes études. Et bah écoutez, ça tombe bien parce que c'est la prochaine slide. Donc alors, tes études, tu étais bon élève, tu aimais l'informatique, tu as fait un bac scientifique. Est-ce qu'à ce moment-là de ta vie, tu savais déjà ce que tu voulais faire ou pas du tout? Alors oui, ça j'ai su ce que je voulais faire, je dirais dès la première fois où j'ai touché un ordinateur, je devais avoir allez, peut-être 9-10 ans. Donc il faut savoir que j'ai eu la chance d'avoir un oncle qui a apporté cet outil qui était magique, hein, ça remonte à quand même pas mal de temps. Donc les ordinateurs étaient beaucoup moins démocratisés et moi je suis tombé de suite amoureux. Donc j'ai toujours su que je voulais faire, voilà, que je voulais travailler dans l'informatique. Donc j'ai toujours guidé mes études dans ce sens-là. Donc effectivement, après un bac scientifique, j'ai fait une unité informatique en 2 ans et il y a la possibilité ensuite de poursuivre c'est sur dossier ces études vers une école d'ingénieur. J'ai fait une école d'ingénieur informatique aujourd'hui ce qui s'appelle le réseau Polytech, donc à Polytech Montpellier qui s'appelait l'ISIM à l'époque et qui est une école du coup d'ingénieurs publics. Ok, très bien. Et donc ça, c'était difficile ou pas? Parce que c'est vrai qu'on voit école d'ingénieur, parfois, ça peut faire un peu peur. Qu'est-ce que tu voudrais? Ça Ouais, allait? ça peut faire un peu peur. Alors c'est sûr que quand on est passionné, ça fait moins peur. Donc moi, je dormais, je rêvais informatique, donc c'est sûr que ça m'a pas paru du tout douloureux mais je veux bien comprendre que voilà, c'est quelque chose qui peut être assez pointu et qui nécessite aussi du travail. Mais après, derrière, si on est bien organisé, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Ça va. Bon, super, tu nous rassures. Donc après, tu as fait des stages, tu as commencé en tant que développeur informatique, puis chef de projet, puis de l'entrepreneuriat. Je veux bien que tu nous expliques un peu
enfin rapidement, hein, mais passer un petit peu, est-ce que c'est un métier qui recrute? Est-ce que ça a été compliqué pour toi de trouver des postes? Et un peu tes envies d'évolution. Ouais. Alors, c'est un métier qui offre beaucoup de possibilités. Bon, effectivement, moi, je suis arrivé sur le marché de l'emploi, c'était il y a quelques années, c'était en 1999. Alors, ça peut paraître hyper lointain pour les collégiens et les étudiants qui nous écoutent, mais c'était vraiment une période de plein emploi parce que c'était juste avant l'an 2000. Donc, je pense pas que tout le monde connaisse, mais il y avait eu à cette époque une grosse peur et beaucoup de travail pour les informaticiens parce qu'il y avait le fameux bug de l'an 2000 qu'il fallait corriger. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'emplois pour les informaticiens. Donc, c'est sûr que j'ai pas peiné à trouver des stages qui m'ont beaucoup appris et vraiment à démarrer en tant que développeur informatique. C'est ce que j'avais appris dans mes écoles. Les études, ouais. Donc, j'avais fait des stages, surtout, alors, la grande époque, hein, c'est vrai que moi, je travaille à Montpellier, j'ai fait mes études à Montpellier, je suis né à Montpellier. Donc, il y avait toujours le fait de se dire, est-ce que je commence et c'était encore plus vrai à l'époque, hein, où vraiment Paris, c'était le centre névralgique de toutes les sociétés qui proposaient de l'informatique, tous les gros centres informatiques des grandes entreprises étaient sur Paris. Donc, j'ai fait mes stages à Paris pour vraiment savoir si j'étais capable et si je voulais vivre à Paris. Voilà, c'est personnel. Je me suis dit non, ils sont fous. Je veux aller travailler. Je veux rester travailler en province. Et donc j'ai fait mes armes dans des sociétés de services, plusieurs sociétés de services informatiques. Donc ça, c'est des sociétés de services qui vendent de la prestation, qui vendent des projets spécifiques pour des clients qui n'ont pas forcément ni le temps ni les équipes suffisantes pour réaliser leurs projets informatiques. Donc j'ai beaucoup travaillé sur énormément de types de projets différents pour énormément de clients différents, plutôt des clients de grands comptes, des banques, des opérateurs téléphoniques et sur de l'informatique qu'on appelle de l'informatique de gestion, hein, des outils pour la facturation, pour la gestion documentaire, etc. Donc voilà, j'ai beaucoup appris. J'ai travaillé à peu près une dizaine d'années dans ce milieu-là. Après, c'était quelque chose où bon, voilà, ça ronronnait, ça tournait un petit peu, ça tournait un petit peu en rond. Même si de développeur informatique, j'ai piloté des équipes, j'ai piloté des antennes régionales, etc. Mais il me manquait vraiment ce côté interactif. Et c'est vrai que du coup, Emmanuel, hein, qui a fondé la société avec moi et qui a fait ses études avec moi, c'est aussi hyper intéressant. On était à l'unité informatique, on était binôme. Donc on a eu un petit parcours différent ensemble. Et lui avait dès qu'il est sorti de l'école, il a fondé sa première société où il était plutôt auto-entrepreneur et il faisait des projets un petit peu tout seul. Et puis il s'était lancé dans ce monde du développement mobile et des premiers projets autour des objets connectés. Et il m'a dit mais Jérôme, il faut que tu viennes, c'est vraiment passionnant. Il y a effectivement beaucoup de demandes, c'est quelque chose qui va exploser. Il y a des prospectives qui disaient, on est dans ces époques-là, il n'y avait pas d'objets connectés, pas beaucoup d'objets connectés, et on envisageait des centaines de milliards d'objets connectés. On en prend vraiment la trajectoire, et donc c'est vraiment quelque chose, où c'est passionnant. Retrouver. Parce que là, on a quelque chose où tous les matins, on se dit qu'est-ce qu'on va connecter de nouveau. On a de nouveaux cas d'usage, on a de l'électronique, on a vraiment du monde concret, on a des clients qui peuvent effectivement relever des containers à poubelle ou des machines d'analyse de sang. Enfin voilà, c'est vraiment c'est passionnant. Et ça bouge énormément. Alors, on a juste une question dans le chat qui m'a fait sourire. C'est vrai qu'on te demande qu'est-ce que c'est le bug de l'an 2000. Alors, ça va vous paraître bête, hein, c'est avant les ordinateurs n'étaient vraiment pas puissants du tout. Donc, on s'imaginait pas quand on a conçu les premiers systèmes d'exploitation qui font tourner les machines, que les programmes qu'on avait développés allaient pouvoir durer aussi longtemps. Donc, dans les années 70, quand on a développé quand les informaticiens ont développé les premiers logiciels pour les banques, principalement, le problème était surtout au niveau des banques. Donc, on traitait tous les enregistrements de paiement sur les banques, etc. Toutes les opérations avaient une date. Et la date, en fait, pour gagner de l'espace
de stockage et puis de ressources sur les ordinateurs. Comme les ordinateurs étaient vraiment pas puissants, on avait codé l'année que sur deux chiffres. Donc 1970, c'était 70. Voilà. Et donc 81, 90, 99. Et en fait, le bug de l'an 2000, c'est qu'on n'avait pas pensé que les logiciels allaient arriver jusqu'en l'an 2000. Donc tous ces programmes qui étaient conçus avec des dates à deux chiffres, eh bien, ils fonctionnaient plus dès qu'on passait à l'an 2000 parce que l'ordinateur pensait qu'on était en 1900 vu que la date était sur deux chiffres. Donc il a fallu refaire finalement, trouver des astuces pour corriger tous les programmes pour dire effectivement quand ça va passer à 00, ça aurait pu. Il avait la grande peur, c'est que ça fasse écrouler le système bancaire mondial, que les transactions bancaires ne puissent plus s'exécuter parce qu'il y avait ce fameux bug de l'an 2000. Ok, bah merci pour ta réponse. Mais c'est vrai que pour nous, j'étais déjà née lors du bug de l'an 2000, mais c'est vrai que pour eux, ça paraît un peu loin, mais c'est bien de le rappeler parce que c'est des choses vraiment qui peuvent être importantes et que vous retrouverez peut-être même vous dans vos études par la suite. Donc du coup, Jérôme, je te propose qu'on passe à ce que tu préfères, est-ce que tu aimes un peu moins dans ton métier parce que l'heure tourne. Dans ce que tu préfères, tu as dit la diversité de mon métier grâce à l'innovation, donc ça on a bien compris, ce que tu nous expliquais, c'est que c'est hyper stimulant, il peut y avoir toujours des nouvelles technologies, des nouvelles idées, des fonctionnalités, et le côté humain. Donc le côté humain, tu vas le retrouver comment vis-à-vis de l'équipe avec laquelle tu es ou ton interaction avec les clients potentiels que tu peux avoir? C'est vraiment les deux. C'est effectivement, en tant que chef d'entreprise, on a des équipes commerciales, des équipes techniques. Il faut savoir les animer autour de la vision du projet d'entreprise, savoir les motiver et leur donner vraiment de l'impulsion au quotidien. Et puis derrière aussi, on a ce côté avec les clients où il faut savoir promouvoir le logiciel et je dirais les plus-values de ce qu'on fait au quotidien. Et puis, justement, savoir aussi faire le feedback sur les collaborateurs en interne pour les faire avancer aussi dans le sens du client. Donc, c'est vraiment d'être, je dirais, justement au milieu de cette interaction entre les clients et puis toutes les personnes qui animent l'entreprise au quotidien pour faire que tout avance dans le bon sens pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Ouais, je comprends. Bah, heureusement que c'est ce que tu aimes le plus parce que je pense que c'est vraiment la clé de ton métier aussi. Et donc, ce que tu aimes le moins, tu dis les tâches administratives et se faire voler les idées. Alors, les deux m'intéressent beaucoup. Enfin, bon, bien que l'administratif, je comprends bien, j'imagine ce que tu entendais par là, mais qu'est-ce que tu peux être amené à faire? C'est quoi? C'est des espèces de factures? Ça va être quoi? Ouais, alors c'est la facturation, c'est les relations avec les banques, avec l'administration, avec le fisc, avec voilà, c'est toute cette partie-là qui moi je suis passionné de technique, donc quand je passe pas du temps sur la technique, j'ai l'impression de perdre du temps. Et c'est là où on se complète très très bien avec mon associé, donc lui c'est plutôt sa partie et il le sait très bien. Voilà, mais bon, il faut savoir qu'effectivement, pour tous ceux qui veulent démarrer, qui veulent aussi avoir qui ont des envies d'entrepreneuriat c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir et qu'il faut savoir faire, qu'il faut savoir assumer. Même si on n'aime pas, une entreprise ne peut pas vivre sans ça. Donc voilà. Et se faire voler les idées, mais ça aussi, ça c'est quelque chose qui m'est arrivé quelques fois. Ben, effectivement, on est passionné. On aime le côté humain. On imagine que toutes les personnes avec qui on va échanger, avec qui on va construire des choses sont animées de bonnes intentions. Mais il faut faire attention. Voilà, des fois, on est avec des gens qui sont pas bien intentionnés, qui vous font travailler et qui derrière vont piquer vos idées si vous savez pas aussi un petit peu protéger. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Donc, c'est Ouais, toujours. non, compliqué, faut y faire attention. Ok, faut rester vigilant à qui on fait confiance et à qui on partage nos idées. Très important dans le monde professionnel, sait-on jamais, tout le monde n'est pas très sympa. Donc, tu fais bien de le repréciser. Donc, alors, on a pas mal de questions avant d'arriver à la dernière slide. On a Lorenzo déjà qui te demande, est-ce que c'est possible de donner une fourchette de salaire d'un débutant à ton poste? Alors, un débutant à mon poste, Ouais, non, pas vraiment à ton poste, mais on va dire quelqu'un qui rentrerait ouais, dans ta alors, société. effectivement, quand on sort d'études, je dirais, quand on suit mon Ouais. parcours, quand on démarre en tant que développeur informatique, aujourd'hui, bon, alors, il y a beaucoup il peut y avoir une fourchette assez large si on travaille chez Google à Los Angeles ou chez Sinox à Montpellier. Donc voilà, ça dépend un petit peu aussi de cette partie-là. Je dirais globalement en France,
En province, on est sur des salaires pour des débutants qui vont être entre 30 et 38 000 euros annuels bruts. Je ne sais pas si ça vous parle beaucoup. Donc ça, c'est Ça le va. chiffre qui est tout en haut de la fiche de paye. Après, derrière, toutes les charges Ouais. patronales. Vous connaîtrez ça bientôt. Euh, Et voilà. ça, Donc, je demanderai à nos adorables modérateurs de faire la conversion pour avoir une idée de combien ça revient en net par mois. Je les laisserai avec la tâche. Mais pour avoir une idée, ok, d'accord, merci. Parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Il y en a une autre qui est pas mal revenue. Il y a Maëlle du collège Blaise Pascal qui te demande combien d'heures tu fais par jour. Donc, quels sont tes horaires? alors, je suis passionné, donc je m'arrête vraiment pas très souvent. J'ai toujours le cerveau en ébullition. Après, derrière, c'est un métier où après, derrière, où on est aussi assez libre. Et même les collaborateurs qui travaillent avec nous, voilà, nous, on a on travaille 35 heures par semaine, donc on fait 7 heures par jour. Et on a une flexibilité sur les horaires de travail. Donc on doit faire ces 7 heures entre 7 heures et 18 heures avec une heure de pause entre 7 heures, entre 8 heures et 18 heures. Donc il y a des personnes qui arrivent à 8 heures et qui partent à 16 heures. Et puis voilà, tout le monde est un peu flexible pour s'arranger. On a mis en place le télétravail aussi il y a quelques années, donc c'est quelque chose. Ouais, mais après, souvent, le plus dur, c'est quand on est passionné, c'est de s'arrêter. C'est le soir, même quand l'horaire est dépassé, de Ouais. s'arrêter et partir parce que on est toujours à deux doigts de faire quelque chose de plus. Donc, Puis ouais, j'imagine aussi c'est différent de parce que là du coup tu as vraiment des vraies responsabilités aussi autour de toi donc j'imagine que c'est pas la même manière de voir son métier donc c'est ça qui le rend trop bien et d'un autre côté il faut réussir à mettre les limites par la suite pour avoir sa vie personnelle aussi sur le côté et c'est pas toujours simple mais tant mieux, vaut mieux faire un métier dans lequel on est à fond passionné quitte à faire plus d'heures qu'un métier qu'on n'aime pas et auquel on est obligé de se lever tous les matins mais sans être très heureux quoi donc ça, heureusement, on voit que ça te passionne. On va passer à la suite, à la dernière slide, cliché anecdote. Tu nous as dit, on se retrouve parfois dans de drôles de situations pour déployer de nouveaux objets. Qu'est-ce que tu entendais par là? alors, je crois qu'il y avait peut-être quelques photos pour illustrer. Non, c'était les photos qu'on a vues tout à l'heure. Mais effectivement, quand on se retrouve des fois à aller chez des clients, intervenir sur le terrain pour essayer de comprendre comment on pourrait connecter quelque chose qui est aujourd'hui pas connecté. Des fois, on se retrouve tout à l'heure, on a vu une balayeuse de rue ou des fois des engins qui aspirent les crottes dans les rues, etc. Donc, effectivement, des fois, on se retrouve dans des situations où alors il faut descendre, je sais pas, 25 mètres sous terre pour aller connecter un compteur d'eau d'un stade de foot voilà. Donc c'est vrai, c'est ça qui est vraiment intéressant. On peut se retrouver. La semaine dernière, j'étais sur le toit de la mairie pour déployer une antenne. On peut se retrouver dans le sous-sol d'un bâtiment pour aller connecter une chaudière. Donc c'est vrai que des fois on se retrouve dans des situations où on est un peu obligé de faire le grand écart parce que c'est de monter sur des échelles, de prendre des nacelles, de se retrouver dans des situations d'aller par exemple, on a connecté des chariots qui chauffent les repas dans les hôpitaux et dans les prisons, par exemple. Donc là, c'est pareil. Ah ouais, ça, c'est bien ça, ok. Donc il y a des plateaux, il y a des chariots qui sont autonomes dans lesquels on glisse des plateaux repas qui ont un compartiment froid, un compartiment chaud. Donc il y a un côté qui fait du froid, un côté qui fait du chaud. Et donc il faut regarder si les températures sont bien respectées, si les temps de chauffe sont bien faits, etc. Il faut regarder effectivement en milieu hospitalier, en milieu carcéral comment ça se passe. Mm. Voilà, c'est vraiment c'est passionnant d'aller sur le terrain. On se retrouve vraiment dans des situations où Auquel on ne s'attend pas, bah oui. en école avec un profil de développeur informatique se retrouver. D'accord, ouais, ouais, non, mais c'est vrai, c'est des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément. Et puis en plus, ça permet de rencontrer plein de secteurs différents, j'imagine. Quel est pour toi, à ce rythme-là, l'objet que tu as pu connecter qui t'a paru le plus insolite? Le plus insolite, le plus insolite, c'est
Un peu de cours. Je sais pas, le plus insolite, c'est Si tu en as un qui te vient comme ça, ou un qui t'a plus marqué, sinon. je parlais vraiment par exemple, des balayeuses de rue ou des camions poubelles ou des engins pour vraiment aspirer les déjections dans les rues, etc. Donc, effectivement, on se retrouve avec des petites usines qui sont sur quatre roues et sur lesquelles il faut se demander qu'est-ce qu'on va pouvoir connecter pour voir si ça fonctionne bien. Donc, des fois, on se retrouve pareil dans des situations un peu des fois nauséabondes avec une tête dans une poubelle pour savoir fixer le capteur pour qu'il résiste bien, pour qu'il tombe pas. C'est du vrai terrain, quoi. Ok, très bien. Bah, merci Jérôme. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux jeunes qui nous regardent et qui t'écoutent? Alors, moi, je souhaite déjà à tous ces jeunes qui nous écoutent, et j'espère que les ateliers et tout le travail que vous faites va leur permettre de les éclairer et de trouver leur voie. Parce que moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de trouver, je vais expliquer, ma voie très jeune et je trouve que c'est une chance extraordinaire de ne pas se poser de questions, de ne pas douter, etc. Donc, il faut que vous passiez vraiment du temps. Et des fois, passer du temps, c'est savoir prendre le temps de réfléchir sur ce que vous voulez faire plus tard, de vous ouvrir. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous le faites, donc c'est très bien. Bravo. Donc essayez vraiment de trouver votre voie, et puis il y a plein de solutions, des stages en troisième, en seconde, voilà, qui vous permettent aussi d'aller essayer. Donc soyez curieux, ne faites pas ça à reculant en disant je perds du temps. Le monde de l'entreprise, c'est là où vous allez passer le plus de temps dans votre vie. Donc prenez ce temps pour avoir une vie riche et heureuse dans ce milieu-là. Bah, merci beaucoup. En tout cas, Jérôme, nous, on te souhaite une bonne continuation et plein de nouveaux objets à connecter, du coup. Je suis très curieuse de savoir ce qui se passera dans les prochaines années. En tout cas, vous savez maintenant, vous, les élèves, vers qui vous tournez, vers quelle entreprise aller. Si vous avez des idées même, pourquoi pas. Merci beaucoup, Jérôme. Et puis, tu es le bienvenu pour revenir sur My Future, bien évidemment, reparler de tes innovations et de tes projets. Merci encore à toi.